ravi de t'avoir parmi nous. Tu es le dirigeant fondateur de la société Yacitis et tu vas nous parler d'objets connectés. C'est bien ça? Tout à fait. Bonjour, Alors peut-être Lucien. avant qu'on rentre dans le détail de ces trois objets que tu nous as amenés, peux-tu nous dire quelques mots sur Yacitis? Déjà, le nom de la société, j'imagine que vous aviez pensé à Yes We Can et Barack Obama est passé avant vous. Et non. Et non? Et non. Alors, c'est quoi l'histoire? Donc l'histoire, effectivement, donc Yacitis, parce qu'au départ, on a vraiment œuvré dans le monde de l'identité notamment des objets, l'identité digitale. Et ce qu'on a voulu, c'est vraiment faire en fait des sortes de preuves sur ces identités. Donc on a d'ailleurs, la première chose à laquelle on s'est attelé, c'est de développer une base de données et une plateforme mondiale sur technologie Microsoft qui stocke ces identités de manière très sécurisée, cybersécurisée. Et en fait, l'idée, c'est de donner des identifications à ces objets, des identités, et de s'assurer que c'est bien un vrai objet, que ce n'est pas une copie ou un faux. Et donc de se dire, est-ce que cet objet est un vrai ou un faux? Et la réponse est yes it is, ou pas d'ailleurs. Mais c'est ça l'origine du nom. Bon, ça s'est fait sur une table dans une cuisine, hein, donc voilà. Mais ça reste dans ces cas-là. Mais ça reste. Pourquoi on s'est lancé dans les objets connectés? Parce que nous, on vient du pur digital. On s'est lancé dans les objets connectés parce que les entreprises ont vécu leur révolution et leur transformation digitale. Et j'étais avant dans un groupe qui faisait ça très très bien, mais au niveau logiciel, c'est-à-dire au niveau virtuel. Elles se sont transformées sur des choses virtuelles. C'est-à-dire on vend différemment avec des sites web, avec des sites e-commerce. On réfléchit, on dessine différemment avec des logiciels 3D, etc., etc. Mais à un moment donné, quand on veut vraiment se transformer, il faut qu'on ait des données qui soient vraies. Par exemple, et c'est le débat qu'on entend aujourd'hui dans les médias, on a Jean-Michel Blanquer qui dit « Je voudrais équiper les écoles de capteurs ». Pourquoi? Parce qu'en fait, est-ce que l'air que l'on respire tout de suite, est-ce qu'il est vraiment pollué? Alors il y en a qui vont dire « Oui, si, il est pollué », d'autres « En fait, on n'en sait rien ». Et en fait, quand on parle de choses, on ne sait pas vraiment de quoi on parle. Quand on dit l'air dans cette ville, il est très pollué, alors on a des espèces de capteurs d'air qui sont logés à un endroit, à un carrefour, évidemment, et 10 mètres plus loin, ça n'a rien à voir. Bon. Donc nous, on se dit que pour prendre des bonnes décisions pour l'environnement et pouvoir accompagner justement cette transformation au niveau de la planète, il faut qu'on ait des données qui soient vraies et qui nous permettent de prendre des bonnes décisions, de prendre des bonnes décisions. Et on se dit qu'aujourd'hui, les logiciels, c'est bien, l'intelligence artificielle, qui est un terme galvaudé, c'est bien, mais les capteurs, c'est mieux. C'est-à-dire c'est ce qui va vraiment nous permettre de prendre des bonnes décisions et de se connecter au monde digital pour derrière afficher des informations sur nos smartphones ou sur nos outils de décision qui vont nous permettre de décider correctement. Et ça, c'est vraiment très important parce que ça va vraiment permettre d'aller beaucoup plus vite dans la réduction de la pollution et ça va nous permettre d'aller beaucoup plus vite sur des décisions qui vont forcément coûter moins cher parce qu'elles sont plus efficaces. C'est vraiment pour ça qu'on s'est lancé dans les objets connectés. Et donc, cette partie identité des objets, ça se fait avec quel type de technologie? Comment vous arrivez justement à prouver que cet objet est bien celui-là, celui qu'on vous a vendu, et avec toutes les garanties d'authenticité, évidemment? D'accord. Alors, c'est un assemblage de technologies. On appelle ça une chaîne de valeur. D'abord, il y a effectivement cette base de données qui est un lieu de stockage très sécurisé, donc qui est basé sur des architectures qu'on maîtrisait avant de créer Cities, notamment dans le monde du passeport biométrique. Donc on s'est vraiment inspiré largement de ces technologies et de ces architectures. Et ensuite, c'est une puce électronique, donc c'est un petit objet électronique. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de QR code, on aura peut-être un débat là-dessus, qui n'est absolument pas sécurisé. Nous, on a travaillé sur ces puces électroniques et donc de l'association entre ces puces électroniques et cette base de données qui fait que quand on les assemble, quand elles dialoguent entre elles, ça nous fait une chaîne de valeur qui est très sécurisée. À l'exemple, par exemple, de ce qu'on connaît beaucoup aujourd'hui, c'est le paiement sans contact, où on a une puce RFID, donc NFC sans contact, qui permet de faire notamment du paiement. On a exactement la même approche et en gros les mêmes technologies. D'accord. Et tu dis RFID, NFC sans contact, c'est la même chose, c'est différent? Alors la RFID est une technologie avec une norme, et le NFC, donc le Near Field Communication, donc cette technologie en fait est un sous-ensemble de la RFID. La RFID étant le connecté au sens proche des choses comme au sens éloigné, parce que avec des douchettes RFID on peut scanner des objets jusqu'à plusieurs mètres, et le NFC c'est du Near Field, donc c'est à quelques centimètres. D'accord. Et donc là, on a un objet qui est passif et l'ensemble de l'intelligence est dans le cloud, dans la base de données que vous gérez, c'est bien ça? Exactement. Voilà. Donc ces petites puces sont effectivement des éléments électroniques
qui repose essentiellement en termes de qualité et de performance sur le design de l'antenne. Donc l'antenne joue un rôle majeur dans ces technologies. Donc on a d'ailleurs un expert, qui travaille là-dessus, qui dépose régulièrement des brevets. Et tout récemment, on a déposé un brevet autour de puces qu'on est capable de loger et qui résistent à des fours à micro-ondes. Donc ça permet notamment de faire de la traçabilité dans le domaine agroalimentaire. Et là, c'est vraiment un vrai challenge et un vrai défi qui a été relevé avec succès grâce justement à nos ingénieurs et nos équipes de R&D. D'accord. Et sur cette partie identité des objets, quel type de produits, de projets vous avez été amené à sécuriser? Est-ce que ça fait partie de ceux que vous nous avez amenés ou c'est encore d'autres produits? Voilà. Alors ceux-là, ce n'est pas forcément effectivement des objets qui sont, on va dire, basés sur cette volonté de traçabilité et d'identification. On a notamment travaillé, on va mettre en valeur le territoire auvergnat, avec la ville de Thiers, sur la mise en place de puces à l'intérieur de manches de couteau. Donc ça aussi, c'est une vraie prouesse technologique, puisqu'on a du métal dans un couteau, et qui permet de protéger le label Thiers, la marque Thiers, donc à l'international. Et quand vous achetez un couteau de Thiers à l'étranger, vous pouvez le scanner et vous assurer que c'est bien un vrai couteau et non pas une copie. Voilà, ça c'est un exemple. D'accord. Et en termes de ratio entre le coût d'implémentation de ces technologies et le coût du produit, parce que je pense que ça va être essentiel pour les industriels, on parle de quel ordre de grandeur? Alors, sur la RFID en général, on a des prix aujourd'hui qui sont extrêmement attractifs, puisqu'on a en gros aujourd'hui, nous, des tarifs qui sont au tiers de centimes d'euros. Donc on a même fait des études entre combien ça coûterait pour imprimer un QR code et mettre une puce avec des centimes d'euros, et on se rend compte que parfois, le fait de mettre un petit composant électronique, ça coûte moins cher même que d'imprimer un QR code si on tient compte de l'encre, de la machine, etc., etc. Donc on a des prix qui sont très attractifs sur la partie RFID, s'entend. Sur la partie NFC, on reste à des coûts qui sont de quelques centimes, mais on n'est pas à des 0,03 centimes par exemple. Okay. Et en pratique, c'est vous qui maîtrisez l'ensemble de la chaîne dans le design quelque part du composant, son implémentation au sein du couteau ou de tout autre objet. Vous faites ça dans votre propre infrastructure de production. Comment ça se passe? Voilà. Alors, ce qui est effectivement nouveau pour eCities et nouveau sur le marché, c'est qu'on a, au fil des écueils et des problématiques qu'on a rencontrées, en fait, on a fait des acquisitions. Donc au départ, on a créé notre plateforme technologique. On s'est rendu compte qu'associer cette plateforme dans le cadre, par exemple, de la traçabilité des vins de Bordeaux, donc des millions d'exemplaires, si on ne maîtrise pas la puce électronique et qu'on a des hausses de prix, comme on est à des 0,8, 1 centime, en fait, les prix explosent et on s'est dit on va prendre d'énormes risques. Donc on a décidé d'acquérir notre partenaire qui s'appelle la société Arfid, @RFID, dont le siège est en Bulgarie, à Sofia, et donc qui est capable effectivement de produire ces puces à la demande. Donc on a notre ingénieur qui design l'antenne, on a notre site de production à Shenzhen et à Sofia pour pouvoir produire ces puces. Donc ce qui est assez unique aujourd'hui, puisque les grands acteurs se sont regroupés, comme Gemalto, Berture, etc. Et donc on reste l'un des seuls et derniers acteurs européens à taille humaine qui est capable de faire ça, quand même à des millions d'exemplaires. Voilà. Et puis après, comme on nous a demandé... Dernier ou premier, vous êtes peut-être précurseur de cette réindustrialisation dont on a entendu parler au cours des derniers mois et années. On le souhaite, on le souhaite. Voilà, vous ne voyez peut-être pas, mais j'ai des baskets d'ailleurs bleu, blanc, rouge, tu le vois, Ghislain. Donc on est effectivement des fervents défenseurs